Les dernières notes de la valse s'étaient estompées dans les souvenirs depuis près de 20 minutes, et Georgiana Fairfax se tenait figée au centre de la salle de bal des Tilney, regardant les derniers invités s'évanouir dans le brouillard de novembre, les lanternes de leurs voitures disparaissantes comme des étoiles mourantes dans l'épaisse nuit londonienne. À chaque lumière qui s'éteignait, elle sentait la froide réalité de sa situation s'abattre sur ses épaules comme un linceul. La grande salle de bal, qui avait brillé de 1000 bougies 1 heure auparavant, se rendait maintenant aux ombres, tandis que les domestiques se déplaçaient méthodiquement dans l'espace, éteignant les cierges avec une efficacité experte, leurs longs éteignoirs en laiton créant de petites volutes de fumée qui s'enroulaient vers le plafond en plâtre orné où des chérubins et des figures classiques observaient désormais sa situation difficile de leurs yeux aveugles. Elle avait été abandonnée, laissée derrière elle comme un gant oublié ou un éventail égaré, et la honte lui serrait la gorge, alors même qu'elle luttait pour maintenir le sang-froid que 6 années, en tant que dame de compagnie, lui avaient appris être sa seule armure contre les cruautés des involtes du monde. La comtesse douairière de Pemberton avait soudainement été prise d'un malaise pendant le souper, son cœur âgé palpitant de cette manière effrayante qui avait poussé son médecin à des chuchotements urgents et sa femme de chambre à une action immédiate. Dans la précipitation du départ, tout le monde avait simplement supposé que Georgiana avait accompagné son employeur, comme elle le faisait en toujours. Aussi invisible et nécessaire que le châle ou la canne de la douairière. Mais Georgiana se trouvait dans le salon de repos lorsque la voiture avait été appelée, tentant de réparer un ourlet déchiré de sa robe de soie grise, la tenue pratique d'une dame de compagnie, qui semblait maintenant moins une tenue appropriée qu'un costume la marquant, comme n'étant ni servante ni dame, n'appartenant nulle part et à personne. À travers les hautes fenêtres, elle pouvait voir la dernière voiture s'éloigner, ses lanternes se balançant tandis que les chevaux naviguaient dans la rue obscurcie par le brouillard, et elle pressa une main tremblante contre la vitre froide, comme si elle pouvait la faire revenir par la seule force de sa volonté. Le froid de novembre s'infiltrait par les portes-fenêtres de la terrasse que quelqu'un avait laissées légèrement entr'ouvertes, faisant danser et vaciller les flammes des bougies restantes, et elle enlaça ses bras autour d'elle, essayant de se protéger d'un froid qui venait autant de l'intérieur que de l'extérieur. Son réticule pendait à son poignet, un petit objet perlé qui avait appartenu à sa mère, et elle l'ouvrit avec des doigts tremblants pour compter les quelques pièces à l'intérieur, sachant même en le faisant qu'elle ne suffirait pas pour un fiacre qui la ramènerait jusqu'à son modeste logement à Bloomsbury, pas à cette heure où les cochers facturaient un supplément pour le brouillard, l'obscurité et le danger des rues de Londres à minuit. Elle avait peut-être assez pour la moitié du trajet, ce qui signifiait qu'elle devrait marcher le reste du chemin. Seule, à travers des rues où aucune femme respectable ne s'aventurait sans escorte après la tombée de la nuit, et cette pensée lui noua l'estomac d'une peur qu'elle ne parvenait pas tout à fait à réprimer. Un laquais s'approcha d'elle alors, l'un des plus jeunes dont elle ne connaissait pas le nom, et son expression arborait ce mélange particulier de pitié et de condescendance que les domestiques réservaient à ceux dont le statut était ambigu, ni chair ni poisson, dames par la naissance, mais employées par nécessité. « Je vous demande pardon, mademoiselle, mais la famille se retire, » dit-il, son ton soigneusement neutre mais ses yeux révélant qu'il savait exactement ce qu'elle était. Une dame de compagnie, quelqu'un qui existait dans les marges du grand spectacle de la société. « N'étiez-vous pas avec le groupe de la douairière ?» continua-t-il, et elle entendit dans sa question le jugement tacite, la supposition que quelqu'un comme elle aurait dû être plus prudente, plus attentive, moins susceptible d'être oubliée. « Oui, commença-t-elle, puis s'arrêta, détestant le tremblement dans sa voix. « Il y a eu un malentendu. Je vais attendre ici un moment si vous le permettez, jusqu'à ce que je puisse m'arranger, c'est-à-dire. » Elle ne put finir la phrase car elle n'avait aucune idée de comment la terminer.
Aucun plan au-delà de l'espoir que la situation se résoudrait d'elle-même par quelque miracle qu'elle ne pouvait imaginer. « La maison sera bientôt fermée à clé, mademoiselle, » dit le laquais, son malaise maintenant évident dans la façon dont il transférait son poids d'un pied sur l'autre pour des raisons de sécurité. Les mots restèrent suspendus dans l'air entre eux, un renvoi poli qui signifiait néanmoins clairement qu'elle ne pouvait pas rester ici indéfiniment, que même dans sa situation difficile, elle était un inconvénient à gérer et à faire partir. « Je comprends, » dit-elle doucement, rassemblant chaque once de dignité que son éducation distinguée lui avait inculquée. « Je ne serai pas longue. » Le laquais hocha la tête et se retira, clairement soulagé d'être libéré de cette rencontre embarrassante, et elle le regarda s'éloigner avant de se tourner vers une alcôve ombragée près des portes de la terrasse, où le papier peint en damas, dans des tons de gris et de crème, la rendrait presque invisible dans sa robe grise. Elle se blottit dans le coin, le dos contre le mur couvert de soie, et tenta de réfléchir à ses options avec la clarté qu'il avait soutenue pendant 6 années de situations impossibles. 6 années depuis que la mort de son père l'avait laissé sans le sou, ses investissements dans des projets ferroviaires s'étant avérés aussi insubstantiels que la brume matinale, ses dettes consumant tout ce qu'il possédait, y compris la modeste maison du Hampshire, où elle avait grandi en lisant Wordsworth dans le jardin et en imaginant un avenir qui ne ressemblait en rien à ce présent. Elle avait alors 22 ans, éduquée et de bonne famille, mais formée à rien d'autre qu'au mariage avec un gentleman aux moyens modestes et à la gestion d'un foyer qu'elle n'aurait désormais jamais. Et lorsque les créanciers avaient tout pris, elle avait même vendu les bijoux de sa mère pour payer les funérailles de son père, et s'était retrouvée seule au monde, sans aucune famille disposée à accueillir une parente sans le sou. Le travail de dame de compagnie avait été sa seule option, le seul emploi respectable pour une femme de sa classe, et elle avait rapidement appris à se rendre utile et invisible à parts égales, à anticiper les besoins avant qu'ils ne soient exprimés, à se fondre dans le décor des salons comme des salles de bal. Ce bal, ce soir, était le premier auquel elle assistait depuis des années, la douairière ayant insisté avec une gentillesse inhabituelle pour que Georgiana vienne, qu'elle était une soirée de plaisir au lieu de rester seule dans sa petite chambre à lire à la lueur des bougies. Et il y avait eu du plaisir, reconnut-elle, même si elle se tenait maintenant dans l'ombre à calculer le coût de cette brève joie. Le duc d'Ashford l'avait invitée à danser, s'était dirigé droit vers l'endroit où elle était assise seule sur une chaise dorée, observant le tourbillon de soies et de bijoux, et lui avait tendu la main avec une légère révérence qui suggérait qu'il la voyait comme une dame plutôt que comme un accessoire payé à l'ami de sa tante. La valse avait été, elle s'autorisa à s'en souvenir, magique au sens où ce mot le suggérait, sa main chaude et sûre à sa taille, sa conversation intelligente et étonnamment dépourvue de la condescendance qu'elle attendait d'un homme de son rang. Ils avaient parlé de Wordsworth, de toutes choses, et il avait cité des vers de Tintern Abbey avec une précision qui suggérait une familiarité authentique plutôt qu'une mémorisation par cœur pour le vernis social, et pendant ces quelques minutes, elle s'était sentie vue d'une manière qu'elle n'avait pas connue depuis avant la mort de son père. Mais c'était alors, quand la salle de bal flamboyait de lumière et de possibilités, et c'était maintenant, avec les ombres s'allongeant sur le parquet et l'odeur des fleurs fanées, et de la cire d'abeille consumée emplissant l'air qui se refroidissait. L'horloge de parquet dans le coin sonna la demi-heure, son carillon sonore marquant minuit et demi, et elle compta chaque son comme une prisonnière marquant le temps, se demandant combien de temps il restait jusqu'à l'aube, où elle pourrait s'éclipser avec quelques restes de dignité intacts. Les pas des domestiques résonnaient dans l'immensité de la maison qui se vidait, un contrepoint au tic-tac régulier de l'horloge, et quelque part au loin, elle entendit une porte se fermer avec une finalité qui la fit sursauter. Le brouillard pressait contre les fenêtres comme quelque chose de vivant, obscurcissant la rue au-delà jusqu'à ce que Londres elle-même semble avoir disparu, la laissant seule dans ce vaste espace froid
qui s'était transformé d'un lieu de musique et de lumière en quelque chose qui ressemblait de plus en plus à un piège. Elle pensa à sa petite chambre à Bloomsbury, à peine assez grande pour un lit et une table de toilette, mais c'était la sienne, le seul endroit au monde où elle pouvait fermer une porte et être simplement Georgiana plutôt que Mademoiselle Fairfax, la dame de compagnie. Et le désir de ce refuge était si intense qu'il en était presque physique. Mais entre ici et là s'étendaient des kilomètres de rues enveloppées de brouillard, et elle n'avait aucun moyen de les traverser en sécurité. Et donc elle restait blottie dans son alcôve comme un fantôme hantant les marges d'un monde qui n'avait jamais vraiment fait de place aux femmes comme elle, des femmes tombées entre les mailles de la classe et des circonstances, trop éduquées pour être des servantes, mais trop pauvres pour être des dames, existant dans un espace liminal que la société préférait ne pas reconnaître. Les portes-fenêtres de la terrasse cliquetèrent légèrement dans une rafale de vent, et elle serra plus fort ses bras autour d'elle, sentant le froid s'infiltrer à travers la fine soie de sa robe, et se demanda comment il était possible de se sentir si seule dans une ville de millions d'habitants, comment l'abandon pouvait être à la fois un fait physique et une vérité métaphorique qui avait défini toute sa vie d'adulte. Elle ferma les yeux contre la brûlure des larmes qu'elle ne se permettrait pas de verser, et dans l'obscurité derrière ses paupières, elle revit le visage du duc pendant qu'il valsait, la façon dont il l'avait regardée comme si elle comptait, comme si ses pensées et ses paroles avaient une valeur au-delà de leur utilité pour le confort de quelqu'un d'autre, et elle sut avec une certitude qui frisait le désespoir qu'elle se souviendrait de cette nuit pour le reste de sa vie, cette nuit où elle avait été brièvement visible avant d'être à nouveau oubliée. Prenez un instant pour vous abonner à notre chaîne et laissez un commentaire pour nous dire d'où vous regardez et quelle heure il est. C'est toujours fascinant de voir jusqu'où voyagent ces histoires à travers le monde. Merci. Sebastian Whitmore, duc d'Ashford, franchit les portes principales de la résidence Tilney à 1h15 du matin, surprenant le vieux majordome qui était en train de tourner la lourde clé en laiton dans la serrure, et l'expression de surprise sur le visage du domestique aurait été comique dans d'autres circonstances, mais Sébastien était trop préoccupé par ses propres motivations confuses pour remarquer grand-chose au-delà du fait qu'il avait réussi à entrer. « Votre grâce, » balbutia le majordome, « nous pensions que tous les invités étaient partis. Y a-t-il un problème ?» Et Sébastien écarta l'inquiétude d'un geste qu'il espérait plus assuré qu'il ne l'était. « L'éventail de ma mère, dit-il, le mensonge venant facilement car il l'avait répété pendant le trajet de retour en voiture. Elle croit l'avoir laissé dans la salle de bal, et je me suis proposé de le récupérer plutôt que de déranger votre maisonnée le matin. » Le majordome hocha la tête, clairement soulagé d'avoir une explication raisonnable pour ce retour irrégulier, et s'écarta pour permettre au duc de passer, bien que Sébastien puisse sentir le regard curieux de l'homme le suivre alors qu'il se dirigeait vers la salle de bal avec une détermination qui masquait le fait qu'il n'avait aucune idée de ce qu'il faisait réellement ici. La vérité qu'il avait évité d'examiner de trop près au cours de la dernière heure était qu'il avait quitté le bal, était monté dans sa voiture, était retourné à son hôtel particulier de Mayfair, avait congédié son valet, s'était versé un brandy et s'était trouvé totalement incapable de penser à autre chose qu'à Mademoiselle Georgiana Fairfax et à la conversation qu'ils avaient partagée pendant leur valse. Il avait rejoué chaque mot, chaque subtile inflexion d'expression sur son visage intelligent, la façon dont elle avait cité Wordsworth avec une précision qui suggérait un véritable amour de la poésie plutôt qu'un simple accomplissement social, et plus il pensait à elle, plus il réalisait qu'il ne se souvenait pas de la dernière fois où il avait parlé avec quelqu'un qui semblait s'intéresser à ses pensées, plutôt qu'à son titre. Le défilé de débutantes minaudières et de leurs mères ambitieuses était devenu si fastidieux qu'il avait commencé à redouter la saison mondaine, chaque bal étant une répétition du précédent, chaque conversation aussi vide que la précédente,
et il s'était senti devenir aussi froid et distant que son père l'avait été. Cette effrayante transformation d'homme à statue de marbre, qui semblait le sort inévitable des ducs qui n'avaient personne pour les voir vraiment. Mais Georgiana l'avait vu, ou du moins elle l'avait regardé comme s'il était Sébastien plutôt que le duc d'Ashford, et cette petite distinction l'avait hanté à travers les rues enveloppées de brouillard, jusqu'à ce qu'il admette finalement qu'il avait besoin de la revoir, de confirmer que la connexion qu'il avait ressentie était réelle et non simplement le produit de trop de champagne et de sa propre solitude. Il avait donc inventé l'excuse de l'éventail, était remonté dans sa voiture et était retourné à la résidence Tilney sans plan précis, si ce n'est peut-être de demander s'il pouvait lui rendre visite. Bien que, même en formulant cette pensée, il réalisa qu'il n'avait aucune idée de l'endroit où une dame de compagnie pourrait recevoir des visiteurs, ou si une telle chose se faisait même. La salle de bal s'étendait devant lui dans une ombre profonde, le vaste espace transformé par l'obscurité en quelque chose de presque méconnaissable, et seuls 2 candélabres brûlaient encore, l'un près de l'entrée et l'autre près des fenêtres du fond, créant des flaques de lumière dorée qui rendaient le vide entre eux plus profond et plus profond. Il s'arrêta juste à l'entrée, laissant ses yeux s'habituer, et c'est alors qu'il la vit, une silhouette frêle se découpant sur la fenêtre, le visage tourné vers la rue obscurcie par le brouillard, comme si elle attendait quelque chose qui n'arriverait jamais. Un instant, il se contenta de la fixer, la confusion cédant la place à l'inquiétude en réalisant qu'elle était toujours là, seule, près d'1 heure après la fin du bal, et l'anormalité de la situation fit que quelque chose se serra dans sa poitrine. « Mademoiselle Fairfax » dit-il, sa voix portant dans l'espace vide et la faisant sursauter violemment. « Que diable !» Puis il se reprit, se souvenant de ses manières, alors même que l'alarme l'emportait sur la bienséance. « Pardonnez-moi. Pourquoi êtes-vous encore ici ?» Elle se tourna pour lui faire face et se leva du siège de la fenêtre, avec un sang-froid qui aurait été admirable s'il n'avait pas remarqué la façon dont ses mains tremblaient en lissant ses jupes, la suée grise de sa robe la faisant paraître presque spectrale dans la pénombre. « Votre grâce, dit-elle, et sa voix était stable, même si ses mains ne l'étaient pas. Je m'excuse pour l'intrusion. Il y a eu un malentendu avec la voiture de la douairière et je me trouve temporairement retardé. » Les mots étaient soigneusement choisis, remarqua-t-il, conçus pour minimiser la situation, pour la faire paraître gérable, alors qu'elle ne l'était manifestement pas, et il se rapprocha, plissant les yeux en essayant de comprendre ce qu'elle lui disait réellement. « Retardé, répéta-t-il, jetant un coup d'œil vers l'horloge de parquet qui indiquait presque 2 heures du matin. « Il est presque 2 heures du matin. Où est votre chaperon, votre famille ?» Elle croisa alors son regard, et il vit dans son visage une fierté qui refusait de s'effondrer, même face à ce qui devait être une situation humiliante. « Je n'ai ni l'un ni l'autre, votre grâce, » dit-elle avec une précision tranquille. « Je suis la dame de compagnie de la douairière. Ma situation est temporaire mais gérable. Je m'arrangerai pour trouver un fiacre sous peu. » Les mots le frappèrent avec la force d'une révélation, non pas parce qu'ils lui apprenaient quelque chose qu'il ne savait pas déjà sur son emploi, mais parce qu'ils montraient clairement à quel point elle était seule, et l'image d'elle tentant de trouver un moyen de transport à cette heure, seule, à travers des rues épaisses de brouillard, et Dieu sait quoi d'autre, lui fit serrer la mâchoire d'une colère qui le surprit par son intensité. À cette heure, se dit-il sèchement, de seul, à travers des rues épaisses de brouillard, et pire encore, absolument pas. Il vit sa colonne vertébrale se raidir à son ton, cette fierté réflexe de quelqu'un qui avait appris à garder sa dignité, parce que c'était la seule chose qui lui restait à garder. « Je n'ai guère le choix en la matière, » dit-elle, « mais je vous remercie de votre sollicitude. » La formalité de sa réponse, la distance prudente qu'elle essayait de maintenir, ne firent que le rendre plus conscient de la vulnérabilité de sa position, et il réalisa avec une clarté qui trancha toute sa confusion sur la raison de son retour qu'il ne pouvait pas, ne voulait pas,
la laisser ici affronter les conséquences que la nuit pourrait apporter. Il fit un autre pas, assez près maintenant pour voir qu'elle frissonnait, les bras enroulés autour d'elle dans une vaine tentative de se protéger du froid qui s'infiltrait par les portes-fenêtres de la terrasse que quelqu'un avait négligé de fermer complètement, et sans penser à la bienséance ou au protocole, il retira sa redingote et s'avança pour la draper sur ses épaules. « Vous avez plus de choix que vous ne le pensez, mademoiselle Fairfax ?» dit-il, sa voix plus douce maintenant. « Mais d'abord vous êtes gelée. Prenez mon manteau. » Elle leva les yeux vers lui avec une expression qu'il ne put tout à fait lire, quelque chose entre la gratitude et la méfiance, et il vit sa gorge bouger alors qu'elle déglutissait difficilement avant de parler. « Votre grâce !»« C'est... » commença-t-elle, mais il la coupa d'un léger mouvement de tête. « Sébastien, » dit-il, « si nous devons passer un certain temps à converser, autant que vous utilisiez mon prénom, et je soupçonne que nous devons avoir une conversation plutôt sérieuse sur votre situation actuelle, et comment nous pourrions la résoudre sans causer un scandale qui nous nuirait à tous les deux. » Il vit la compréhension poindre dans ses yeux, la réalisation que sa présence ici avec elle, seule, au milieu de la nuit, était en soi potentiellement ruineuse, et il la regarda calculer les implications avec une rapidité qui confirma son impression antérieure de son intelligence. Elle serra plus fort son manteau autour d'elle, et il sentit l'odeur d'eau de lavande, simple et propre, rien de tel que les parfums lourds que les débutantes favorisaient. « Je ne vous ai pas demandé de revenir, » dit-elle prudemment. « Je ne voudrais pas que vous vous compromettiez pour moi. » La déclaration en disait long sur son caractère, son souci immédiat pour sa réputation plutôt que pour son propre bien-être, et Sébastien sentit quelque chose changer dans sa poitrine, cette même reconnaissance qu'il avait éprouvée pendant leur valse, le sentiment d'être en présence de quelqu'un de fondamentalement différent de tous les autres dans sa sphère sociale. « Ma réputation peut supporter considérablement plus que la vôtre, » dit-il sans embâge. « Je suis un duc et un homme, la société nous pardonne presque tout, mais vous êtes une femme seule, et si quelqu'un découvre que vous avez passé la nuit, aussi innocemment soit-il, dans une situation qui pourrait être interprétée comme compromettante, c'est vous qui souffrirez. » Elle tressaillit légèrement à son évaluation franche, et il regretta la dureté de ses paroles, même en reconnaissant leur vérité. Il jeta un coup d'œil vers les fenêtres, où le clair de lune commençait à filtrer à travers le brouillard qui s'éclaircissait, créant des taches argentées sur le parquet qui se déplaçait et changeait au gré des nuages dans le ciel. Les flammes des candélabres dansaient dans un courant d'air provenant des portes-fenêtres de la terrasse, projetant des ombres qui faisaient paraître la vaste salle de bal comme si elle pulsait d'une vie propre, et au loin, il pouvait entendre le trousseau de clés du majordome Tainter, alors que l'homme faisait sa ronde nocturne, chaque son amplifié par le vide, jusqu'à ce que même le tic-tac de l'horloge semble oppressant, marquant chaque instant d'inconvenance qui passait. Sébastien se retourna vers Georgiana, observant l'épuisement visible dans la posture de ses épaules, malgré sa droiture, la façon dont elle se tenait par la seule force de sa volonté, et il prit une décision qu'il soupçonnait de modifier le cours de leurs deux vies de manière qu'il ne pouvait pas encore pleinement comprendre. Il était revenu ici ce soir en suivant une impulsion qu'il n'avait pas entièrement comprise, attiré par une conversation qui avait duré peut-être 15 minutes, mais qui avait réussi à percer le mur d'isolement qu'il avait construit autour de lui au fil des ans, à force de jouer le rôle que la société attendait. Elle avait cité Wordsworth avec passion dans sa voix, avait été en désaccord avec lui sur les mérites relatifs des ballades lyriques par rapport à l'œuvre ultérieure, l'avait fait rire avec une observation sèche sur l'absurdité des prétentions sociales, et il s'était retrouvé à vouloir continuer cette conversation, à explorer l'esprit derrière ses yeux perspicaces, et maintenant, la voilà, abandonnée et seule, et il découvrit qu'il ne pouvait supporter l'idée de s'en aller et de la laisser à quelque destin que la cruelle machinerie de la société pourrait décréter.
Le brouillard pressait contre les fenêtres comme quelque chose de vivant, les isolant du monde extérieur, et Sébastien réalisa que ce moment suspendu entre la nuit et l'aube était sa propre sorte d'espace liminal où les règles habituelles pouvaient être contournées, sinon brisées. Il pensa à son hôtel particulier vide avec ses 20 chambres et son armée de domestiques, à la vaste solitude d'être le duc d'Ashford sans personne à qui parler vraiment, et il pensa à cette femme devant lui qui avait passé 6 ans à se rendre invisible pour que les autres soient à l'aise, et il sut avec une certitude qui défiait la logique qu'il n'allait pas la laisser disparaître à nouveau dans les ombres. « Et si, dit-il lentement, testant l'idée tout en la prononçant, et si nous attendions simplement ici jusqu'à l'aube, où je pourrais vous organiser un transport convenable, sans soulever de questions auxquelles aucun de nous ne peut se permettre de répondre. » Elle le dévisagea, comme s'il avait suggéré quelque chose de follement inconvenant, ce qu'il supposait, en un sens, être le cas, mais il insista avant qu'elle ne puisse exprimer les objections évidentes. « Les domestiques croient que je suis ici pour chercher l'éventail de ma mère. » Continua-t-il, « si nous restons silencieux et hors de vue, si nous attendons simplement quelques heures jusqu'à ce que la lumière du jour rende tout plus facile à gérer, alors vous pourrez partir avec votre réputation intacte et personne n'aura besoin de savoir que vous avez été dans une situation difficile. » Il observa son visage pendant qu'elle assimilait cette proposition, vit la guerre entre l'espoir et la prudence se jouer dans son expression, et il attendit sa réponse, son propre cœur battant plus vite que la situation ne le justifiait. Sébastien observa le visage de Georgiana à la lueur vacillante des bougies, tandis qu'elle examinait sa proposition d'attendre l'aube, et il vit le moment où elle prit sa décision. Une légère détente dans ses épaules, qui lui indiqua qu'elle avait accepté la logique de son plan, même si la bienséance hurlait contre lui. Sans attendre son accord verbal, il s'empressa de congédier le majordome en lui donnant l'instruction que le duc fermerait lui-même, après avoir récupéré l'éventail de sa mère, une déclaration qui fit hausser les sourcils du vieux domestique, mais qui ne pouvait être remise en question étant donné le rang de l'orateur. Le bruit des pas du majordome s'éloignant résonna dans la vaste salle de bal, suivi du clic lointain d'une porte se fermant, et puis ils furent vraiment seuls, suspendus dans une bulle de lumière de bougies et d'ombre, tandis que le brouillard pressait contre les fenêtres comme quelque chose qui essayait d'entrer. Et Sébastien se trouva vivement conscient de l'irrégularité de cette situation et pourtant de la sensation étrangement juste qu'elle procurait. Il se dirigea vers le siège de la fenêtre, où elle était assise plus tôt, et commença à arranger les coussins de velours en quelque chose qui approchait le confort, créant un refuge improvisé où il pourrait passer les heures jusqu'à ce que la lumière du jour simplifie tout, et tandis qu'il travaillait, il était conscient qu'elle l'observait avec une expression qui mêlait la méfiance à quelque chose qui aurait pu être de l'espoir. « Je vais chercher du brandy dans la salle des rafraîchissements, » dit-il, gardant sa voix neutre pour contrebalancer l'intimité de leur situation. « Pour la chaleur. Vous comprenez, la température baisse et nous avons plusieurs heures à attendre. » Elle hocha la tête, serrant toujours son manteau autour de ses épaules, et il la laissa là pendant qu'il naviguait dans la maison assombrie pour trouver la pièce où les Tilney avaient disposé des rafraîchissements plus tôt dans la soirée, revenant avec une carafe en cristal et 2 verres qui captaient la lueur des bougies, alors qu'il versait de généreuses mesures pour eux deux. Georgiana accepta le verre avec des mains qui avaient cessé de trembler de façon aussi visible, et il la regarda prendre une petite gorgée, ses yeux s'écarquillant légèrement à la brûlure du coûteux brandy français, et il se surprit à sourire de sa réaction avant de s'installer sur le siège de la fenêtre, à une distance prudente d'elle. Assez proche pour converser, mais assez loin pour maintenir un semblant de bienséance. Pendant plusieurs minutes, ils restèrent assis en silence. Tous deux vivement conscients de l'étrangeté de leur situation, la vaste salle de bal s'étendant dans l'ombre derrière eux, tandis que devant eux les rues de Londres obscurcies par le brouillard restaient invisibles,
et Sébastien chercha quelque chose à dire qui apaiserait la tension sans l'aggraver. Le brandy aida, les réchauffant tous les deux de l'intérieur, et peu à peu il vit la posture de Georgiana commencer à se détendre, le contrôle rigide qu'elle maintenait sur elle-même se relâchant degré par degré jusqu'à ce qu'elle ne ressemble plus tout à fait à une femme, s'attendant à un désastre à tout moment. « Vous avez cité Wordsworth pendant notre valse, dit-il finalement, brisant le silence avec le premier sujet neutre qui lui vint à l'esprit, les vers de Tintern Abbey sur la nature et la mémoire. Lisez-vous beaucoup de poésie? » Son visage se transforma quand elle sourit, remarqua-t-il, l'inexpressivité prudente qu'elle portait comme une armure cédant la place à quelque chose de vivant et d'engagé, et elle hocha la tête avant de parler. « Mon père était un érudit, dit-elle. Il avait une bibliothèque de près de 2000 volumes, de la philosophie et de la poésie principalement, et il m'a appris à les lire tous. Il ne croyait pas que les femmes devaient être maintenues dans l'ignorance simplement parce que la société nous préférait ornementales. » Sébastien entendit le temps se passer, la légère prise dans sa voix lorsqu'elle mentionna son père, et il nota l'information pour une exploration ultérieure tout en maintenant la conversation sur un terrain plus sûr. « Je lis de la philosophie tard le soir quand je ne peux pas dormir, » admit-il. Un aveu qu'il n'aurait jamais fait dans un salon londonien, où de telles admissions seraient considérées comme excentriques au mieux, Kant et Hume principalement, essayant de trouver un cadre qui donne un sens au devoir et à la signification et au gouffre qui les sépare. Elle le regarda avec une surprise qu'elle ne parvint pas tout à fait à cacher, et il réalisa qu'elle ne s'attendait pas à ce qu'un duc admette lire quoi que ce soit de plus difficile que le Times, et cette prise de conscience le fit rire, un son bref et amer qui contenait plus de vérité que d'humour. « Vous voyez, dit-il, nous sommes tous les deux plus que ce que la société nous permet d'être. Vous êtes une femme avec un esprit d'érudit forcé de prétendre que votre plus grand accomplissement est la broderie, et je suis un homme qui lit de la philosophie emprisonnée dans un rôle qui exige que je ne me soucie que des registres de vote et des alliances matrimoniales. » « Savez-vous ce que c'est ?» dit-elle, se penchant légèrement en avant dans son intensité, d'être à la fois trop visible et entièrement invisible. En tant que dame de compagnie, je suis présente à chaque fonction sociale, et pourtant personne ne me regarde vraiment. Je suis un meuble qui parle de temps en temps. Ces mots le frappèrent avec une force inattendue, car ils articulaient quelque chose qu'il avait ressenti mais n'avait jamais pu nommer, et il se surprit à hocher la tête avant de parler. « Je comprends plus que vous ne le pensez, » dit-il, croisant son regard à la lueur des bougies. « Je suis perpétuellement visible, chaque action scrutée, chaque mot pesé pour sa signification politique, et pourtant personne ne me voit. Il voit le duc d'Ashford, le titre, la fortune, le pouvoir de vote au Parlement. L'homme en dessous pourrait tout aussi bien être invisible. » L'expression de Georgiana s'adoucit, et elle parla si bas qu'il dut se pencher plus près pour l'entendre. « Alors nous sommes tous les deux des fantômes, hantant les salles de bal de la société. Jusqu'à ce soir, dit-il. Et il était conscient, en parlant, qu'il franchissait une ligne invisible, passant d'une conversation polie à une honnêteté dangereuse. « Je vous vois, Georgiana. Je vous vois vraiment. Votre intelligence, votre dignité, la gentillesse que vous avez montrée à la fille des Tilney quand elle a renversé du vin sur votre robe, vous lui avez dit qu'elle était déjà tachée pour lui épargner l'embarras. » Elle le fixa avec quelque chose comme de l'émerveillement dans les yeux. « Vous avez remarqué cela, » dit-elle, et ce n'était pas tout à fait une question. « Je remarque tout chez vous, » admit-il. « Je le fais depuis le moment où vous êtes entré dans la salle de bal. » Le silence qui suivit ces paroles semblait chargé de possibilités, et Sébastien se surprit à desserrer sa cravate, une informalité qu'il ne se permettrait normalement jamais, mais qui semblait nécessaire dans cet étrange espace suspendu qu'ils avaient net créé, et il vit ses yeux suivre le mouvement de ses mains avec une conscience qui fit accélérer son pouls.
Les heures commencèrent à passer avec une fluidité qui les surprit tous les deux, la conversation s'écoulant d'un sujet à l'autre avec une facilité que ni l'un ni l'autre n'avaient connue depuis des années. Et peu à peu, la distance prudente qu'ils avaient maintenue commença à s'effondrer alors qu'ils changeaient de position sur le siège de la fenêtre, leurs épaules se frôlant presque, leur voix devenant plus douce comme si une parole forte pouvait rompre le charme qui les tenait. Sébastien versa plus de brandy, et Georgiana l'accepta sans l'hésitation qu'elle avait montrée plus tôt, et tandis que la carafe captait la lueur des bougies en éclats ambrés, elle lui raconta la ruine financière de son père, les projets ferroviaires qui avaient promis la fortune mais n'avaient livré que des dettes, le lent et douloureux déclin, alors que tout ce qu'il possédait était vendu pour satisfaire les créanciers, la dernière maladie qu'elle avait soignée seule parce qu'il n'y avait pas d'argent pour une aide appropriée. « J'avais 22 ans quand il est mort, » dit-elle, regardant dans son verre plutôt que Sébastien, formé à rien d'autre qu'au mariage avec un gentleman aux moyens modestes et à la gestion d'un foyer que je n'aurais jamais, le travail de dame de compagnie était ma seule option, le seul emploi respectable pour une femme de ma classe. Sébastien sentit la colère monter dans sa poitrine, non pas contre elle, mais contre le système qui créait des options si limitées, qui prenait une femme intelligente et éduquée et la forçait à vivre une demi-vie dans l'ombre du confort des autres. « Pourquoi ne vous êtes-vous jamais marié ?» demanda-t-il, puis s'excusa immédiatement. « Pardonnez l'impertinence, mais vous êtes éduqué. De bonne famille. » Elle l'interrompit doucement, sa voix portant le calme plat de quelqu'un qui avait fait la paix avec une vérité douloureuse. « J'ai près de 30 ans, votre grâce, Sébastien. Je n'ai ni fortune, ni famille, ni perspective. J'ai fait la paix avec ma situation. » « Vraiment, dit-il, se penchant plus près pour étudier son visage à la lueur des bougies, parce que vous ne semblez pas en paix, vous semblez être une femme qui se contrôle si étroitement qu'un seul contact sincère pourrait vous briser. » Ses yeux rencontrèrent les siens, et il y vit une vulnérabilité qui lui coupa le souffle. « Et si je me brisais ?» demanda-t-elle. « Que se passerait-il alors? Je ne peux pas me permettre le luxe de m'effondrer. Je n'ai pas de filet de sécurité, personne pour me rattraper. »« Peut-être en avez-vous un maintenant, » dit-il doucement. Et il tendit la main pour stabiliser son bras alors qu'elle changeait de position, sa main chaude contre la soie de sa manche, et aucun d'eux ne bougea pour rompre le contact. L'horloge approchait de 3 heures du matin, puis 4, et les bougies brûlaient plus bas dans leur chandelier, créant des ombres dansantes sur le plafond orné au-dessus d'eux, pendant qu'ils parlaient de choses que Sébastien n'avait jamais discutées avec personne. La mort de sa mère quand il avait 12 ans, la façon dont son père lui avait interdit de pleurer aux funérailles parce que les ducs ne montrent pas de faiblesse, les années passées à apprendre à réprimer chaque sentiment sincère jusqu'à ce qu'ils se reconnaissent à peine. « Mon père n'était pas cruel de manière évidente, » dit-il, regardant le brouillard qui pressait toujours contre les fenêtres. Il n'avait simplement aucune capacité à la chaleur, aucune capacité à voir ses enfants comme autre chose que des extensions du nom et de l'héritage d'Ashford, et j'ai passé toute ma vie d'adulte terrifié à l'idée de devenir comme lui, froid, distant et incapable de véritable connexion. La main de Georgiana trouva la sienne dans l'ombre entre eux, ses doigts s'entrelaçant avec les siens, avec une audace qui les surprit tous les deux, et elle parla avec une certitude féroce. « Vous n'êtes pas comme lui, » dit-elle. « Vous êtes revenu ce soir. Vous avez remarqué quand une dame de compagnie a montré de la gentillesse à une jeune fille embarrassée. Vous lisez de la philosophie en quête de sens. Vous ne ressemblez en rien à l'homme que vous décrivez. » Sébastien baissa les yeux sur leurs mains jointes, sur la façon dont ses doigts fins s'ajustaient contre les siens, plus grands, et sentit quelque chose se fissurer dans sa poitrine. Un mur qu'il avait construit il y a si longtemps qu'il avait oublié qu'il était là.
Ils découvrirent plus de terrain d'entente à mesure que la nuit s'approfondissait vers l'aube. Tous deux avaient perdu leur mère jeune, tous deux se sentaient piégés par des circonstances indépendantes de leur volonté, tous deux avaient appris à jouer des rôles qui n'avaient rien à voir avec leur véritable personnalité, et à chaque révélation, la distance entre eux diminuait jusqu'à ce que Sébastien puisse sentir l'eau de lavande qu'elle portait, puisse voir les paillettes dorées dans ses yeux bruns lorsque la lueur des bougies les frappait juste comme il faut. Georgiana rit de quelque chose qu'il dit, un son réel et sans retenue qui transforma son visage, et Sébastien se surprit à la regarder avec une fascination qu'il ne tenta pas de cacher. Mémorisant la façon dont l'expression animait ses traits, l'intelligence qui pétillait dans ses yeux lorsqu'elle débattait d'un point sur l'œuvre ultérieure de Wordsworth par rapport aux ballades lyriques. Elle avait des opinions fortes, et elle les défendait avec des arguments logiques qui l'obligeaient à travailler pour les contrer, et il réalisa avec quelque chose comme un choc que c'était ce qui lui avait manqué. Non seulement la conversation, mais l'engagement intellectuel. Quelqu'un qui le défiait et le faisait réfléchir plutôt que de simplement être d'accord avec tout ce qu'il disait à cause de son rang. La carafe de brandy était presque vide entre eux, et le manteau de Sébastien avait glissé des épaules de Georgiana pour former une flaque oubliée derrière elle, et la formalité avec laquelle ils avaient commencé la soirée s'était entièrement évaporée, remplacée par des prénoms, des confidences partagées et une proximité physique qui aurait été scandaleuse si quelqu'un avait été là pour en être témoin. « J'ai été invisible pendant 6 ans, » mit Georgiana, alors que l'horloge sonnait 4 heures, sa voix à peine plus haute qu'un murmure, présente mais invisible, utile mais sans valeur, et je pensais l'avoir acceptée. Je pensais avoir fait ma paix avec le fait d'être un fantôme. Mais ensuite, vous m'avez invité à valser, et vous m'avez regardé comme si je comptais, et j'ai réalisé que je n'avais pas du tout fait la paix. J'avais simplement cessé d'espérer. La main de Sébastien se resserra sur la sienne, et il se surprit à prononcer des mots qu'il n'avait pas prévus, qu'il ne savait même pas qu'il pensait. « Vous comptez, » dit-il, « non pas pour ce que vous pouvez faire pour quelqu'un d'autre, mais pour qui vous êtes, votre esprit, votre âme, votre courage face à des circonstances qui auraient brisé quelqu'un avec moins de force. » Elle pleurait maintenant, des larmes silencieuses coulant sur son visage à la lueur des bougies. Il leva sa main libre pour les essuyer, son pouce doux contre sa joue, et elle se pencha contre son contact avec un petit son qui aurait pu être du soulagement ou de l'abandon. Le brouillard à l'extérieur avait commencé à s'éclaircir légèrement, et à travers les fenêtres, Sébastien pouvait voir la première lueur grise qui suggérait que l'aube approchait, et il savait que bientôt il devrait quitter cet espace suspendu, devrait retourner dans le monde où elle était une dame de compagnie, et lui un duc, et où le fossé entre eux était censé être infranchissable. Mais pour l'instant, à ce moment précis, ils étaient simplement Sébastien et Georgiana, 2 personnes qui avaient trouvé l'une en l'autre quelque chose qu'elles avaient toutes deux cessé de croire existait. Une reconnaissance sincère, une vision véritable, la possibilité d'une connexion qui allait au-delà du devoir ou de la nécessité pour devenir quelque chose de bien plus dangereux et infiniment plus précieux. L'aube se glissa à travers le brouillard vers 5h30 du matin, la lumière grise s'infiltrant par les hautes fenêtres comme de l'eau à travers des fissures. Et Sébastien se leva du siège de la fenêtre où ils avaient passé la nuit à converser, arpentant jusqu'aux portes de la terrasse comme s'il avait besoin de distance pour penser clairement. Georgiana le regarda partir, le cœur serré, car elle comprenait que leur étrange nuit suspendue touchait à sa fin, et que bientôt, ils devraient redevenir ceux que la société disait qu'ils étaient, plutôt que ceux qu'ils avaient découverts être dans l'obscurité. Les bougies s'étaient consumées jusqu'à devenir des boues, fumant légèrement, alors que la lumière du matin les rendait inutiles, et elle pouvait maintenant voir clairement son visage dans la lueur grise de l'aube,
l'épuisement d'une nuit blanche inscrit dans les ombres sous ses yeux. Ses vêtements de soirée froissés et sa cravate pendant lâchement d'une manière qui aurait scandalisé quiconque aurait compris à quel point cette informalité était grande pour un homme de son rang. Elle commença à se ressaisir, lissant ses cheveux qui s'étaient détachés de leurs épingles pendant les longues heures, se préparant mentalement à redevenir invisible, à se glisser à nouveau dans le rôle de dame de compagnie, comme si cette nuit n'avait jamais eu lieu. Et elle était reconnaissante d'avoir au moins 16 heures à se remémorer. Cette seule nuit où quelqu'un l'avait vraiment vue, même si cela ne pouvait jamais se répéter. Dans quelques heures, Londres se réveillera, dit Sébastien sans se retourner de la fenêtre, sa voix tendue par quelque chose qu'elle ne pouvait pas tout à fait identifier. Les domestiques parleront. Quelqu'un aura remarqué mon retour, votre absence de la voiture de la douairière, votre réputation. Elle se leva alors, lissant ses jupes de soie grise, avec des mains qui voulaient trembler mais qu'elle força à la fermeté par pure volonté, et elle parla avec autant de calme qu'elle pouvait en fabriquer, bien que sa gorge se soit sentie serrée. « Survivra comme je survis toujours, dit-elle. Merci Sébastien pour votre gentillesse cette nuit. Je n'oublierai jamais. » Il se tourna brusquement à Semout, son expression intense dans la lumière grandissante, et elle vit quelque chose dans son visage qui lui coupa le souffle. « De la gentillesse, dit-il, et il y avait une pointe dans sa voix qui n'était pas là pendant leurs heures de conversation. Vous pensez que c'était de la gentillesse? » Elle le fixa, confuse, incertaine de ce qu'il voulait dire, de ce que cela pouvait être d'autre. « Quoi d'autre? » commença-t-elle, mais il se déplaçait déjà, revenant vers elle en 3 longues enjambées qui dévorèrent la distance entre eux, et avant qu'elle ne puisse reculer ou rassembler ses pensées, il lui avait pris les mains, sa prise ferme, chaude et légèrement tremblante. « Je ne suis pas revenu pour l'éventail de ma mère, » dit-il, les mots sortant rapidement comme s'il craignait que le silence ne lui vole son courage. « Il n'y avait pas d'éventail. Je suis revenu parce que je ne pouvais pas supporter l'idée de ne plus vous parler, parce que cette valse a été la première fois en une décennie où je me suis senti vraiment vivant, parce que chaque mot que vous avez prononcé ce soir a prouvé ce que je soupçonnais au moment où je vous ai vue assise seule, observant tout le monde avec ses yeux extraordinairement perspicaces. » Georgiana sentit le monde basculer légèrement, sentit son cœur se mettre à battre si fort qu'elle était certaine qu'il devait l'entendre, et elle se força à parler bien que sa voix ne soit sortie qu'à peine plus haut qu'un murmure. « Soupçonniez quoi? » demanda-t-elle, bien qu'une partie d'elle soit terrifiée d'entendre la réponse, terrifiée d'espérer, parce que l'espoir s'était avéré si dangereux par le passé. Les mains de Sébastien se resserrèrent sur les siennes, et elle vit dans son visage une vulnérabilité qui correspondait à la sienne, le contrôle aristocratique qu'il maintenait habituellement se fissurant pour révéler quelque chose de brut et d'honnête en dessous. « Que vous êtes la femme que j'attendais sans savoir que je l'attendais, » dit-il, sa voix rauque d'émotion. Cette intelligence, cette gentillesse, cette honnêteté et ce courage face à l'adversité. Voilà ce que j'apprécie. Pas la fortune ou la beauté vide ou les liens familiaux prestigieux, Georgiana. Je sais que c'est de la folie. Nous nous connaissons à peine depuis 12 heures. Elle retira alors ses mains, non pas parce qu'elle le voulait, mais parce qu'elle avait besoin de se protéger, de créer de la distance avant qu'il ne dise quelque chose qui rendrait l'inévitable retour à la réalité encore plus douloureux. « S'il vous plaît, ne le faites pas, » dit-elle, sa propre voix se brisant malgré ses efforts pour la contrôler, ne m'offrez pas la charité déguisée en... Mais il la coupa, attrapant à nouveau ses mains avec une urgence qui ne serait pas niée. « Ce n'est pas de la charité, » dit-il férocement, « c'est moi. À l'aube, après la nuit la plus honnête de ma vie, demandant à la femme qui me voit clairement de m'épouser, non pas pour sauver votre réputation, bien que cela compte, non pas par devoir, bien que je l'honorerais, mais parce que je vous veux à mes côtés, dans ma maison, dans ma vie,
Dans mon lit, je veux entendre vos pensées sur Wordsworth au petit déjeuner. Je veux débattre de philosophie avec vous à minuit. Je veux. Il s'arrêta, semblant lutter pour trouver des mots adéquats à ce qu'il essayait d'exprimer. Et Georgiana sentit des larmes commencer à couler silencieusement sur son visage, alors que l'espoir impossible qu'elle avait combattu toute la nuit brisait ses défenses. « Sébastien, je n'ai rien, » dit-elle, essayant de lui faire comprendre la réalité de ce qu'il suggérait. Pas de dot, pas de famille, pas de... Mais il relâcha l'une de ses mains pour lui prendre le visage, son pouce essuyant les larmes qui ne cessaient de couler. « Vous avez tout ce qui compte, » dit-il, ses yeux cherchant les siens avec une intensité qui la fit se sentir à la fois exposée et chérie. « Vous avez, et c'est tout ce que je veux. Épousez-moi, Georgiana. Choisissez-moi comme je vous choisis. Pas le duc, mais Sébastien, l'homme qui a passé la nuit à tomber amoureux de votre esprit, de votre âme et de votre courage extraordinaire. » Les mots restèrent suspendus entre eux dans la lumière grise de l'aube, et Georgiana scruta son visage à la recherche de tout signe, que c'était une cruelle plaisanterie, ou une chevalerie mal avisée, ou quoi que ce soit d'autre que ce que cela semblait être, un sentiment sincère, honnêtement exprimé, et ce qu'elle y vit lui fit flageoler les genoux. « Vous ne pouvez pas être sérieux, » dit-elle, sa voix tremblante, quand le soleil se lèvera complètement, quand vous retournerez dans votre monde. « Notre monde, » interrompit-il férocement. « Si vous voulez de moi, je n'ai jamais été plus certain de quoi que ce soit. Épousez-moi. » Les bruits de Londres qui s'éveillaient pénétraient dans la salle de bal, le roulement lointain des charrettes sur les pavés et les premiers mouvements des domestiques dans la maison en bas, et Georgiana sentit l'étrange clarté épuisée qui vient d'une nuit blanche, cette sensation d'être suspendue entre le sommeil et l'éveil, où tout semblait à la fois plus vif et moins réel. Elle regarda Sébastien debout devant elle dans ses vêtements de soirée froissés, ses cheveux en désordre pour avoir passé ses mains dedans pendant leur longue conversation. Son visage montrant chaque émotion qu'il ressentait sans le masque qu'il portait habituellement en société, et elle réalisa qu'elle voyait le vrai homme sous le titre, la personne qu'il lui avait révélée pièce par pièce tout au long de la nuit. Elle pensa aux 6 années qu'elle avait passées à se rendre invisible, au contrôle minutieux qu'elle avait maintenu sur chaque mot, geste et expression, à la solitude qui était devenue si familière qu'elle avait cessé de la remarquer, sauf dans des moments comme leur valse où on lui avait brièvement rappelé ce que l'on ressentait en étant connecté, et elle comprit qu'il lui offrait non seulement le mariage, mais la visibilité, non seulement la sécurité, mais le partenariat, non seulement le devoir, mais une véritable estime. Mais le risque, commença-t-elle à dire, car même en ce moment d'émotion écrasante, sa nature pratique s'affirmait, elle comprenait ce que l'épouser lui coûterait en termes d'approbation de la société, le scandale qui s'attacherait à un duc qui choisissait une dame de compagnie sans le sou plutôt que les filles éligibles de maisons nobles. Il sembla lire ses pensées sur son visage, car il sourit, un léger sourire en coin qui le fit paraître plus jeune et plus vulnérable. « Je connais les risques, » dit-il doucement. « Je sais ce que la société dira, ce que mes amis penseront, le scandale qui nous suivra tous les deux. Mais Georgiana, j'ai passé toute ma vie à faire ce qu'on attendait de moi, à épouser la bonne femme pour produire les bons héritiers, pour perpétuer les bonnes lignées. Et je suis fatigué. Si désespérément fatigué de jouer un rôle qui n'a rien à voir avec qui je suis vraiment. » Elle sentit quelque chose se briser dans sa poitrine à ces mots, les murs soigneusement construits autour de son cœur s'effondrant, car comment pouvait-elle les maintenir alors qu'il lui offrait tout ce qu'elle avait cessé de se permettre de vouloir? « Mais si vous le regrettez, » murmura-t-elle, « si, lorsque la nouveauté s'estompera et que vous retournerez à votre vie, vous réalisez que vous vous êtes lié à quelqu'un que la société méprise. Et si? » Il la rapprocha alors, assez près pour qu'elle puisse sentir la chaleur de son corps, sentir la légère odeur de santal, de brandy et de quelque chose d'unique à lui. « Alors nous y ferons face ensemble, » dit-il. «
Mais je ne crois pas que cela arrivera. Je ne crois pas que ce que je ressens pour vous soit une nouveauté qui s'estompera. Je crois que c'est une reconnaissance. Le sentiment de trouver quelqu'un qui me corresponde d'une manière que je ne savais pas avoir besoin. Les mains de Georgiana, qui planaient incertaines entre eux, se levèrent de leur propre chef pour toucher son visage. Ses doigts tremblants en traçant la ligne de sa mâchoire, la courbe de sa joue, et elle vit ses yeux se fermer à son contact, le vide se pencher dans sa paume avec un petit son qui aurait pu être du soulagement ou du besoin, ou les deux. « Je suis terrifiée, » admit-elle, car l'honnêteté semblait être la monnaie d'échange de ce qui se passait entre eux. Terrifiée que ce soit un rêve dont je vais me réveiller, terrifiée de vous décevoir, terrifiée de ne pas savoir comment être ce dont vous avez besoin. Ses yeux s'ouvrirent, et elle y vit une chaleur qui lui coupa le souffle. « Vous êtes déjà ce dont j'ai besoin, » dit-il simplement. « Vous êtes vous-même, honnête, intelligente, gentille et forte. Et si vous pouvez trouver en vous la force de prendre un risque avec moi, avec nous, alors je vous promets que je passerai le reste de ma vie à m'assurer que vous ne le regretterez jamais. » Les portes de la terrasse montraient le jardin émergeant de l'obscurité, les roses et les haies prenant forme, alors que la lumière grise se renforçait vers la véritable aube, et Georgiana comprit qu'il se tenait à un seuil, que sa réponse déterminerait tout le cours de son avenir, qu'elle pouvait se retirer en sécurité, dans la misère connue de son existence actuelle, ou qu'elle pouvait s'avancer dans une incertitude complète avec cet homme qui était devenu en quelque sorte essentiel pour elle en l'espace d'une nuit impossible. Elle pensa à son père qui lui avait appris à valoriser la vérité plus que le confort, qui l'avait élevée à penser par elle-même, même quand c'était incommode, et elle pensa à ce qu'il dirait, s'il pouvait la voir maintenant, et elle sut avec une clarté soudaine qu'il lui dirait d'être courageuse, de choisir la connexion plutôt que la sécurité, de risquer le chagrin d'amour plutôt que de garantir la solitude. « Oui, » dit-elle, et le mot sortit plus fort qu'elle ne l'attendait. « Oui, Sébastien, je vous épouserai. Je prendrai ce risque terrifiant et impossible, parce que vous avez raison. Nous nous voyons vraiment, et c'est si rare que je serais une idiote de m'en détourner par peur. » Elle vit la transformation sur son visage, la façon dont le soulagement, la joie et quelque chose de plus profond inondèrent ses traits. Puis il la prit dans ses bras, la serrant contre lui avec une férocité qui témoignait de son incertitude quant à sa réponse, malgré ses paroles confiantes. Ils restèrent ainsi un long moment, enlacés l'un dans l'autre tandis que l'aube se levait complètement sur Londres, le brouillard se dissipant enfin pour révéler une ville s'éveillant à un nouveau jour, et Georgiana sentit quelque chose s'installer dans sa poitrine, une partie d'elle-même qu'elle ne savait pas manquante se mettre en place. Quand Sébastien se recula enfin assez pour la regarder, elle vit des larmes dans ses propres yeux, qui correspondaient aux siennes, et il sourit avec un bonheur si sans retenue qu'elle ne put s'empêcher de lui sourire en retour. « Nous allons scandaliser tout le monde, » dit-elle, et il y avait de l'émerveillement dans sa voix plutôt que de la peur. « Ils diront des choses terribles sur nous deux. »« Qu'ils le fassent, » dit-il, ses mains venant encadrer son visage, « qu'ils disent ce qu'ils veulent. Nous connaîtrons la vérité, que je vous ai choisi non par devoir ou par pitié, mais parce que vous êtes la seule femme que j'ai jamais rencontrée qui me donne envie d'être plus que mon titre, qui voit Sébastien plutôt que le duc d'Ashford. » Elle tourna son visage pour déposer un baiser dans sa paume, un geste de tendresse qui semblait à la fois naturel et choquant dans son intimité, et elle le sentit frémir légèrement au contact. « Je vous aime, » dit-elle, les mots la surprenant, car elle n'avait pas l'intention de les dire à voix haute, ne les avait même pas pleinement reconnus pour elle-même, mais ils étaient vrais, réalisa-t-elle, vrais d'une manière qui défiait la brièveté de leur connaissance. Je pense que j'ai commencé à tomber amoureuse de vous pendant la valse quand vous avez cité Wordsworth et m'avez regardé comme si mon opinion comptait. Le sourire de Sébastien s'élargit, et il pencha la tête jusqu'à ce que son front repose contre le sien,
leur souffle se mêlant dans le petit espace entre eux. « Je vous aime aussi, dit-il, et je soupçonne que je suis en train de tomber depuis le moment où je vous ai vue assise seule, si calme et si maîtresse de vous-même pendant que tout le monde se donnait en spectacle. Il y avait quelque chose en vous qui m'a appelé avant même que nous nous parlions. » La salle de bal autour d'eux était maintenant entièrement visible à la lumière du matin, la grandeur que l'obscurité avait adoucie maintenant dure et claire, mais Georgiana découvrit qu'elle s'en moquait, découvrit que la magie de la nuit ne s'était pas dissipée avec l'aube, mais s'était plutôt transformée en quelque chose de plus solide, une fondation sur laquelle il pourrait construire quelque chose de réel. « Nous devrions partir, » dit Sébastien à contre-cœur, « avant que la maisonnée ne se réveille complètement. Je vous emmènerai chez ma sœur Henrietta. C'est une veuve d'esprit indépendant, et elle fournira un chaperonnage approprié jusqu'à ce que nous puissions nous marier. » Georgiana hocha la tête. Comprenant les aspects pratiques, même si une partie d'elle voulait rester dans cette salle de bal pour toujours, suspendue dans le moment où ils s'étaient choisis, mais elle était aussi impatiente maintenant de commencer ce qui allait suivre, de s'avancer dans l'avenir incertain avec cet homme qui était devenu en quelque sorte essentiel pour elle en l'espace d'une nuit impossible. Ils quittèrent la salle de bal des Tilney, alors que l'aube se levait complètement sur Londres, la main de Sébastien fermement posée sur le coude de Georgiana, tandis qu'il la guidait à travers la maisonnée qui s'éveillait et dans sa voiture qui attendait. Elle lui fut reconnaissante de sa présence car elle se sentait trembler d'épuisement et de la réalité écrasante de ce qu'il venait de se promettre. L'avenir soudainement vaste et terrifiant d'une manière qu'il n'avait pas été lorsqu'il était contenu dans l'intimité de la lueur des bougies et de la conversation. Il l'emmena directement à l'hôtel particulier de sa sœur à Bloomsbury, un bel édifice en briques avec du lierre grimpant sur la façade et une lumière chaude qui brillait déjà aux fenêtres. Quand Henrietta Dashwood ouvrit elle-même la porte, encore en robe de chambre avec ses cheveux noirs détachés autour de ses épaules, elle jeta un coup d'œil à la robe grise froissée de Georgiana et au visage épuisé de Sébastien, et les fit entrer tous les deux sans poser une seule question, bien que ses yeux vifs et intelligents suggérassent qu'elle comprenait bien plus qu'ils n'avaient dit. En moins d'une heure, ça s'éteint. Georgiana se retrouva installée dans une chambre d'amis décorée dans des tons crème et rose, vêtue d'une des chemises de nuit d'Henrietta et pressée de dormir pendant que Sébastien parlait en privé avec sa sœur. Mais le sommeil s'avéra impossible car son esprit ne cessait de rejouer les événements de la nuit, la proposition de Sébastien, son acceptation, l'énormité de ce à quoi elle avait consenti, et elle resta allongée à regarder le plafond, sentant l'espoir et la terreur se livrer bataille dans sa poitrine. Quand elle sortit enfin de la chambre en fin d'après-midi, attirée par l'odeur du thé et le faible murmure des voix, elle trouva Henrietta seule dans le salon, un espace si différent des salons de réception formels que Georgiana avait vus dans d'autres maisons, avec des livres empilés sur toutes les surfaces et des tableaux appuyés contre les murs, comme si leur propriétaire ne pouvait décider où les accrocher, des fauteuils confortables, disposés pour la conversation plutôt que pour l'apparat. La veuve leva les yeux de sa lecture avec un sourire qui mêlait chaleur et une certaine perspicacité. « Mon frère m'a tout raconté, » dit Henrietta sans préambule, en versant le thé avec des mains sûres. « Et je veux que vous sachiez que vous avez mon soutien total. » Sébastien était à moitié mort depuis des années, vivant sa vie machinalement sans véritable engagement. Et dans les quelques heures où je lui ai parlé ce matin, j'ai vu plus d'animation, plus de sentiments sincères que je n'en ai vu depuis la mort de notre mère. Georgiana accepta la tasse de thé, ses propres mains n'étant pas tout à fait aussi stables. Et elle se surprit à étudier cette femme qui serait sa sœur, si le mariage avait bien lieu. Henrietta avait peut-être 35 ans, elle était belle plutôt que jolie, avec des yeux gris directs et un air d'indépendance qui suggérait qu'elle se souciait très peu de l'opinion de la société. Mais en quelques heures,
Les premiers murmures commencèrent à se répandre dans Londres comme un feu sur de l'herbe sèche. Les domestiques parlèrent à d'autres domestiques. Le personnel de la maison Tilney rapporta que le duc était revenu aux petites heures du matin et avait été vu partant avec une femme en gris. Et à la tombée de la nuit, les salons et les clubs bourdonnaient de spéculations sur ce qui s'était passé pendant ces heures inexpliquées. La comtesse douairière envoya sa lettre de renvoi le lendemain matin. Le lourd papier crème arrivant par un messager spécial, et Georgiana la lut avec des mains tremblantes, tandis que Henrietta était assise à côté d'elle, rayonnant de fureur à chaque mot froidement bienséant. La lettre suintait d'une indignation morale, à peine déguisée en inquiétude, suggérant que Georgiana avait délibérément manigancé son abandon pour piéger un duc, que son comportement avait été calculateur et honteux, que la douairière ne pouvait en aucun cas garder à son service quelqu'un qui s'était si complètement compromise et avait jeté le scandale sur la maisonnée. La dernière ligne, écrite de la main arachnéenne de la vieille femme, informait Georgiana qu'aucune référence ne serait fournie et que ses quelques biens seraient envoyés là où elle choisirait de les recevoir. Georgiana posa la lettre avec soin. Luttant contre l'envie de la froisser ou de la jeter à travers la pièce, et elle sentit le poids de ce qu'elle avait fait s'abattre plus lourdement sur ses épaules, car sans référence, elle ne pourrait plus jamais travailler comme dame de compagnie. Tous ses moyens de subsistance avaient été détruits en une seule nuit. Et si Sébastien changeait d'avis, s'il décidait après réflexion que l'épouser était un prix trop élevé à payer pour une nuit de conversation honnête, elle serait totalement ruinée, sans aucun moyen de se rétablir. Henrietta prit la lettre de ses doigts inertes et la lut avec une expression de dégoût croissant. « Cette femme est une hypocrite, dit-elle sèchement. Elle vous a amené à ce bal en sachant pertinemment que votre position vous rendait vulnérable à ce genre de situation. Et maintenant, elle vous abandonne pour sauver sa propre réputation, comme si la supériorité morale pouvait s'acheter en se débarrassant de quiconque est touché par le scandale. » Les mots étaient destinés à la réconforter, mais Georgiana ne pouvait pas tout à fait les accepter, car une partie d'elle se demandait si la douairière n'avait pas raison, si elle n'avait pas inconsciemment espéré quelque chose en acceptant l'invitation de Sébastien à valser. Si sa situation n'était pas en quelque sorte de sa propre faute pour ne pas avoir été plus prudente, plus sur ses gardes, plus réaliste quant à sa place dans le monde. Le verdict de la société tomba rapidement et durement. Les matrones qui n'avaient jamais adressé la parole à Georgiana avaient soudain des opinions passionnées sur son caractère, déclarant que Sébastien avait été piégé par une dame de compagnie intrigante qui s'était délibérément arrangée pour être compromise, que c'était une histoire vieille comme le monde, des femmes sans le sou utilisant leur ruse pour prendre au piège des hommes riches, et le fait que Sébastien soit un duc ne rendait le scandale que plus délicieux pour ceux qui se nourrissaient de telles choses. Georgiana entendit les rumeurs par l'intermédiaire d'Henrietta, qui assista à un thé spécifiquement pour prendre la température de la réaction de la société, et elle revint pâle de colère, rapportant que des femmes qui n'avaient jamais accompli une seule journée de travail utile de leur vie condamnaient le caractère de Georgiana, tout en enviant simultanément son succès à capturer un parti si désirable. Sébastien traversa la première tempête de commérage avec un calme apparent, continuant ses devoirs parlementaires et ses obligations sociales comme si rien n'avait changé. Mais Henrietta raconta à Georgiana que son frère luttait en privé avec une fureur qu'il se permettait rarement d'exprimer, une colère contre la cruauté et l'hypocrisie de personnes qu'il avait considérées comme des amis, une rage contre un système qui valorisait les lignées plutôt que le caractère et condamnait les sentiments sincères comme une faiblesse. 3 jours après leur nuit dans la salle de bal, Edmund Bennet, comte de Worthing et ami le plus proche de Sébastien depuis leurs années d'école, vint leur rendre visite. Georgiana se retira dans sa chambre d'emprunt pendant que les 2 hommes s'enfermaient dans le bureau de Sébastien. Mais la maison était suffisamment silencieuse pour qu'elle puisse entendre des voix s'élever, même à travers les portes fermées,
le baryton raisonnable d'Edmund suggérant des solutions qui lui nouèrent l'estomac d'effroi, et les réponses de Sébastien devenant de plus en plus froides et dures à mesure que la conversation progressait. Elle apprit les détails plus tard de Sébastien lui-même, qui vint la trouver dans le salon de Henrietta, le visage figé par des traits de colère à peine maîtrisés, et il lui raconta sans préambule ce qu'Edmund avait proposé. Que Sébastien paie généreusement Georgiana, l'installe dans un cottage tranquille loin de Londres, laisse le scandale s'éteindre, puis épouse quelqu'un d'approprié à sa condition. Sébastien, sois raisonnable, avait dit Edmund, selon le récit amer de Sébastien. La fille n'est personne. Une dame de compagnie. Oui, vous étiez seuls ensemble, mais ces choses peuvent être gérées discrètement, un règlement généreux, un cottage tranquille quelque part. Et Sébastien l'avait interrompu avec une voix glaciale. Son nom est Georgiana, et tu parleras d'elle avec respect ou tu quitteras ma maison. Mais Edmund avait persisté, sincèrement inquiet selon Sébastien, bien que Georgiana soupçonna que l'inquiétude concernait moins eux que la façon dont leur scandale se reflétait sur tout leur cercle social. Pour l'amour de Dieu, tu n'as pas sérieusement l'intention de l'épouser, avait dit Edmund. Le scandale. Et Sébastien l'avait coupé avec des mots qui firent monter les larmes aux yeux de Georgiana quand il les répéta. Le scandale, c'est que la société valorise des lignées vides plutôt que le caractère, avait dit Sébastien, sa voix tremblant sous la force de sa conviction, qu'une femme de l'intelligence et de la dignité de Georgiana ait été forcée de vivre comme une ombre parce que les investissements de son père ont échoué, que l'on s'attende à ce que j'épouse une débutante insipide dont le plus grand accomplissement est de jouer du piano de manière médiocre plutôt qu'une femme avec qui je peux réellement converser. Edmund avait essayé une dernière fois, avertissant que Sébastien serait ostracisé, que sa position au Parlement et son influence en souffriraient, et la réponse de Sébastien avait été finale. « Elles survivront ou non ?» avait-il dit. « Mais je ne sacrifierai pas le premier bonheur sincère que j'ai trouvé en une décennie pour préserver la bonne opinion de gens que je ne respecte pas. » Georgiana écouta le récit de Sébastien. Assise très droite dans sa robe empruntée de soie bleue profonde, qu'Henrietta avait retouchée pour lui aller, et elle sentit quelque chose se fissurer dans sa poitrine, car il l'avait défendue, avait risqué une amitié de plusieurs décennies plutôt que de l'abandonner pour la voie la plus facile, et elle tendit la main vers la sienne par-dessus la petite table entre eux. « Vous avez perdu un ami, » dit-elle doucement, « à cause de moi. »« Non, » corrigea Sébastien, sa main se refermant, chaude et ferme sur la sienne. « J'ai découvert qui sont mes vrais amis. Il y a une différence. Henrietta a été magnifique, et plusieurs des pères réformistes ont envoyé des messages privés de soutien, des gens avec de vrais principes plutôt que de simples préjugés. Ce soir-là, Sébastien insista pour qu'ils aillent à l'opéra, une apparition délibérément publique destinée à clarifier ses intentions. Georgiana s'habilla dans une autre des robes de Henrietta, de la soie bleue profonde qui lui allait assez bien qu'elle ait été clairement faite pour quelqu'un d'un peu plus grand, et elle se regarda dans le miroir, voyant une étrangère, une femme sur le point de devenir duchesse, si seulement elle pouvait survivre à l'examen et à la condamnation qui l'attendait. Le trajet en voiture jusqu'à l'Opéra Royal se passa dans un silence tendu. Henrietta à côté de Georgiana, offrant un soutien muet par sa présence. Sébastien en face d'eux, avec son visage figé dans des traits aristocratiques qui ne révélaient rien de ce qu'il ressentait. Lorsqu'ils descendirent devant la grande entrée, Georgiana sentit des centaines de regards se tourner vers eux. Les murmures commençant immédiatement, alors que les gens reconnaissaient le duc et réalisaient que la femme à son bras devait être la fameuse dame de compagnie. L'opéra flamboyait de lumière, chaque lustre allumé, et chaque loge remplie de l'élite londonienne, vêtue de soies et de bijoux, et Georgiana marcha aux côtés de Sébastien, la tête haute et la main fermement posée sur son bras, bien qu'à l'intérieur elle se sentît trembler de terreur devant l'ampleur de ce qu'il faisait.
Ils montèrent les escaliers jusqu'à la loge de Sébastien, l'une des plus belles du théâtre, avec une vue parfaite sur la scène et le public, et Henrietta s'installa à côté de Georgiana dans une déclaration délibérée de respectabilité et de soutien, tandis que Sébastien prit le siège qui le rendrait le plus visible pour le reste du théâtre. Le silence qui suivit leur entrée fut palpable, les conversations s'éteignant par vagues, tandis que les jumelles de théâtre se tournaient vers leur loge, et Georgiana sentit le poids de tous ces regards comme une pression physique, des centaines de personnes la fixant, la jugeant et chuchotant derrière leurs programmes et leurs éventails. Elle se força à s'asseoir calmement, à arranger ses jupes et à ouvrir son programme comme si elle assistait à l'opéra chaque semaine, comme si elle ne pouvait pas sentir l'examen intense ou entendre les chuchotements bruissants qui emplissaient le théâtre comme le bruit d'oiseaux agités. La scène restait vide, la représentation n'ayant pas encore commencé, et Georgiana réalisa avec un sentiment de nausée que plus personne ne regardait la scène, que le vrai drame se déroulait dans leur loge, et elle voulait désespérément fuir, mais la main de Sébastien trouva la sienne dans l'ombre entre leurs sièges, sa prise chaude et rassurante. Puis il se leva, le mouvement assez soudain pour attirer tous les regards du théâtre, s'ils ne la fixaient pas déjà. Et le souffle de Georgiana se coupa, car elle n'avait aucune idée de ce qu'il avait l'intention de faire. Mais elle savait d'après la posture de ses épaules que ce serait spectaculaire. « Mesdames et messieurs, » dit Sébastien, sa voix portant clairement à travers le théâtre silencieux sans qu'il ait à crier. Une projection exercée par des années de discours au Parlement, je crois que les présentations s'imposent. Mademoiselle Georgiana Fairfax m'a fait l'extraordinaire honneur d'accepter ma demande en mariage. Les banns seront publiés ce dimanche. J'attends vos félicitations. Le silence qui suivit fut absolu, des centaines de personnes figées dans un choc stupéfait, et Georgiana sentit le monde basculer légèrement, car il venait de la revendiquer publiquement, avait annoncé leur fiançailles devant toute la société londonienne, d'une manière qui rendait toute retraite impossible pour l'un comme pour l'autre. « Sébastien, vous n'êtes pas obligé de... » murmura-t-elle, mais il se tournait déjà vers elle, prenant sa main dans les siennes et lui parlant, mais assez fort pour que les loges voisines puissent entendre chaque mot. « Si, je le dois, » dit-il, ses yeux fixés sur les siens avec une intensité qui fit disparaître tout le reste. Parce que vous méritez d'être reconnu publiquement et fièrement, pas caché comme un secret honteux. Vous allez être la duchesse d'Ashford, et chaque personne dans ce théâtre vous traitera avec le respect que cette position commande. Georgiana sentit les larmes menacées, et les refoula férocement, refusant de pleurer devant ce public qui ne désirait rien de plus que de la voir s'effondrer, et elle serra la main de Sébastien assez fort pour que cela ait dû lui faire mal. Le théâtre resta silencieux un long moment encore, la tension s'étirant jusqu'à ce qu'elle semble sur le point de se rompre, puis quelque part dans les galeries supérieures, quelqu'un se mit à applaudir, lentement d'abord, puis avec plus d'enthousiasme, et d'autres se joignirent, pas tout le monde, pas même la moitié, mais assez pour que le son remplisse l'espace et donne la permission à ceux qui étaient incertains de suivre. Sébastien se rassit à côté d'elle, gardant sa main dans la sienne, et Henrietta se pencha pour murmurer quelque chose de féroce et d'approbateur que Georgiana ne put tout à fait entendre par-dessus le son de son propre cœur battant dans ses oreilles. L'opéra commença enfin, les chanteurs montant sur scène pour interpréter Donizetti, bien que Georgiana n'aurait pu dire plus tard de quoi parlait la production, car elle était trop consciente de l'examen continu, les jumelles de théâtre toujours plus souvent tournées vers leur loge que vers la scène. Mais Sébastien était assise à côté d'elle, apparemment absorbé par la musique, son pouce traçant de petits cercles sur sa paume dans un geste de réconfort que personne d'autre ne pouvait voir. Pendant l'entracte, plusieurs personnes vinrent à leur loge, certaines offrant de sincères félicitations avec de la chaleur dans les yeux. D'autres clairement motivées par la curiosité ou le désir de rapporter à leur cercle à quoi ressemblait la fameuse dame de compagnie de près. Georgiana endura tout cela avec autant de grâce qu'elle put en rassembler,
répondant aux questions sur ses origines, et sur la façon dont Sébastien et elle s'étaient rencontrés, avec des réponses soigneusement neutres qui ne révélaient rien de leur nuit ensemble. Une vieille duchesse, une femme aux cheveux gris acier et aux yeux comme des éclats de glace, toisa Georgiana de haut en bas avec une expression de mépris ouvert avant de se tourner vers Sébastien. « J'espère que vous savez ce que vous faites, » dit-elle, sa voix portant jusqu'aux loges voisines. « Votre père serait consterné. » Mon père était consterné par tout ce qui apportait de la joie, répliqua Sébastien d'un ton égal. C'est pourquoi je n'ai aucune intention de vivre ma vie selon ces préceptes. Maintenant, si vous voulez bien nous excuser, votre grâce, ma fiancée et moi aimerions profiter du deuxième acte. La duchesse s'éloigna dans un froufrou de soie violette et Henrietta rit doucement. « Bien joué, » murmura-t-elle. « Père serait en effet consterné, ce qui est l'argument le plus fort que j'ai entendu jusqu'à présent en faveur de ce mariage. » À la fin de la soirée, Georgiana se sentait épuisée par l'effort de maintenir son sang-froid sous un examen aussi intense, mais elle ressentit aussi quelque chose d'inattendu, une fière fierté de la déclaration publique de Sébastien, de sa volonté de se tenir à ses côtés malgré le coup, et lorsqu'ils retournèrent à l'hôtel particulier d'Henrietta, elle se surprit à s'accrocher à sa main. Ne voulant pas le laisser partir, même si la bienséance exigeait qu'il retourne à sa propre résidence. « Nous avons survécu, » dit-elle doucement, debout avec lui dans le hall d'entrée de Henrietta, tandis que sa sœur disparaissait discrètement à l'étage. « Nous avons survécu et vous n'avez pas faibli. »« Je ne faiblirai jamais, » dit Sébastien, la rapprochant de lui et déposant sur son front un baiser qui ressemblait à un vœu. « Nous sommes dans cette aventure ensemble, Georgiana. Quoi qu'il arrive, nous y ferons face côte à côte. » Georgiana se réveilla le matin de son mariage dans la chambre d'amis de Henrietta, la lumière du soleil entrant à flots par les fenêtres et un surprenant sentiment de calme s'installant sur elle comme une bénédiction. Les 3 semaines écoulées depuis la déclaration publique de Sébastien à l'opéra avaient passé dans un tourbillon de préparatifs, de scandales continus et de la prise de conscience progressive qu'elle allait réellement l'épouser, que ce n'était pas un rêve fiévreux né de l'épuisement et du brandy, mais une réalité se déroulant avec un élan inexorable vers ce jour de novembre. Elle se leva et se lava avec l'aide de Henrietta, la veuve s'étant nommée à la fois femme de chambre, confidente et protectrice féroce, et ensemble, elles habillèrent Georgiana d'une robe de soie ivoire, simple et élégante plutôt que la création élaborée qu'une mariée ducale porterait traditionnellement. Mais elle lui allait parfaitement avec ses lignes épurées et sa modeste garniture de dentelle au col et aux poignets. Quand elle se regarda dans le miroir, elle ne vit pas une dame de compagnie essayant de se cacher, mais une femme revendiquant son propre bonheur avec une confiance tranquille. La cérémonie devait avoir lieu à la chapelle Saint-Georges, un compromis entre le désir d'intimité totale de Sébastien et la nécessité de rendre leur mariage légalement et socialement légitime. Lorsque la voiture arriva pour les emmener à travers les rues de Londres, Georgiana sentit son calme fléchir légèrement, car c'était le seuil final, le dernier moment où elle aurait pu théoriquement se retirer en sécurité. Puis Henrietta lui serra la main et murmura quelque chose sur le fait que son propre mariage l'avait terrifiée, mais qu'elle n'avait jamais regretté d'avoir choisi l'amour plutôt que la sécurité. Et Georgiana se raffermit en se rappelant que Sébastien avait déjà prouvé son engagement de la manière la plus publique qui soit. La chapelle était intime plutôt que grandiose, la lumière du matin filtrant à travers les vitraux pour créer des motifs arc-en-ciel sur le sol en pierre, et l'assemblée était petite, peut-être 30 personnes, là où le mariage d'un duc en aurait normalement attiré des centaines. Une grande partie de l'élite de la société avait refusé d'assister, dans un dernier geste de désapprobation qui n'avait plus le pouvoir de blesser Georgiana comme il aurait pu le faire des semaines plus tôt. Mais ceux qui étaient présents étaient de véritables sympathisantes. Henrietta, bien sûr, au premier rang, pleurant déjà des larmes de joie, et à la surprise de Georgiana,
Edmund Bennet était là aussi. Le comte avait envoyé à Sébastien une lettre d'excuse 2 semaines auparavant, admettant qu'il avait eu tort de suggérer autre chose que le mariage, que son inquiétude était enracinée dans la peur plutôt que dans l'amitié, et qu'il espérait être pardonné pour son incapacité à voir ce que Sébastien avait vu dès le début. Il y avait aussi plusieurs pères réformistes, des hommes qui avaient travaillé avec Sébastien au Parlement sur des initiatives éducatives et qui semblaient considérer son mariage non conventionnel comme une preuve supplémentaire de sa nature intègre plutôt qu'un scandale à condamner, et leur présence conférait une respectabilité à la cérémonie que Georgiana appréciait, même si elle essayait de se convaincre qu'elle se moquait de ce que les autres pensaient. Sébastien attendait à l'hôtel, sa haute silhouette rigide de tension jusqu'au moment où il se tourna et la vit. Georgiana regarda son expression se transformer de l'anxiété à l'émerveillement, puis à une joie si sans retenue qu'elle sentit les larmes piquer ses propres yeux, et soudain, la marche dans l'allée sembla incroyablement longue, car elle ne désirait rien de plus que d'être à ses côtés, de lui prendre la main et de prononcer les vœux qui les uniraient aux yeux de Dieu, de la loi et de la société. Quand elle l'atteignit enfin, il lui prit la main dans les siennes, sa prise chaude et légèrement tremblante, et elle réalisa qu'il avait été aussi nerveux qu'elle, que malgré toute sa confiance aristocratique, il avait craint qu'elle ne change d'avis au dernier moment. Et elle lui serra fort les doigts, pour le rassurer qu'elle était là, qu'elle était certaine, que rien ne la ferait reculer maintenant. Le vicaire commença la cérémonie, sa voix solennelle dans la chapelle silencieuse, et quand vint le moment des vœux, Georgiana parla sans jamais quitter le visage de Sébastien, sa voix stable et claire, alors qu'elle promettait de l'avoir et de le garder à partir de ce jour, pour le meilleur et pour le pire, dans la richesse et dans la pauvreté, dans la maladie et la santé, jusqu'à ce que la mort les sépare. La voix de Sébastien fut plus rauque lorsqu'il prononça les mêmes mots, l'émotion la faisant trembler légèrement sur la phrase « pour aimer et chérir », et elle vit des larmes dans ses yeux qui correspondaient aux siennes, tous deux pleinement conscients du poids de ce qu'ils promettaient, de la vie qu'ils choisissaient ensemble, malgré tous les obstacles que la société avait placés sur leur chemin. Quand le vicaire les déclara enfin mari et femme, Sébastien se pencha pour l'embrasser avec une tendresse qui lui coupa le souffle, et il murmura contre ses lèvres si doucement qu'elle seule put entendre « Enfin, à moi », et elle sourit en le corrigeant « à nous », car c'était la vérité. Ils s'appartenaient maintenant dans un partenariat d'égaux, se choisissant quotidiennement. Le petit déjeuner de mariage eut lieu à l'hôtel particulier de Sébastien, à Mayfair, la première fois que Georgiana entrait dans le grand bâtiment qui serait désormais sa maison. Et elle fut frappée de voir à quel point il était différent des espaces froids et formels qu'elle avait visités en tant que dame de compagnie. Sébastien avait demandé au personnel de tout arranger pour le confort, plutôt que pour l'apparat, de petites tables où les invités pouvaient réellement converser, plutôt que de longs arrangements formels qui empêchaient une véritable connexion. La nourriture était excellente mais pas ostentatoire, et toute l'atmosphère suggérait la célébration plutôt que l'obligation. Edmund l'approcha pendant le petit déjeuner, son beau visage montrant une véritable contrition, et il s'inclina sur sa main avec une formalité qui semblait conçue pour reconnaître son impolitesse antérieure. « Votre grâce », dit-il, utilisant son nouveau titre avec une emphase soignée, « je vous dois des excuses pour mes paroles à Sébastien. J'ai laissé les préjugés l'emporter sur le jugement, et j'ai parlé de vous d'une manière qui était à la fois méchante et inexacte. J'espère que vous pourrez me pardonner. » Georgiana l'étudia un instant, voyant dans ses yeux que les excuses étaient sincères, et elle découvrit qu'elle ne pouvait pas en vouloir à quelqu'un qui avait au moins la grâce d'admettre quand il avait tort. « Vous avez parlé par souci pour votre ami, » dit-elle doucement. « Je ne peux pas vous en blâmer, même si je n'étais pas d'accord avec vos conclusions. Recommençons, Lord Worthing, en tant qu'allié plutôt qu'en adversaire. » Son soulagement fut palpable,
et lorsque Sébastien les rejoignit quelques minutes plus tard, les trois tombèrent dans une conversation facile sur les affaires parlementaires, et Georgiana découvrit qu'Edmund était en fait assez intelligent quand il cessait de prendre des pauses, et elle commença à comprendre pourquoi Sébastien appréciait son amitié malgré leur récent conflit. Les semaines qui suivirent le mariage passèrent dans un flou d'ajustement, Georgiana apprenant à naviguer dans son nouveau rôle de duchesse d'Ashford, tandis que Sébastien la soutenait avec une patience qui ne manquait jamais de l'émouvoir, et peu à peu, le scandale qui avait semblé si écrasant commença à s'estomper, alors que la société londonienne trouvait de nouveaux drames pour occuper son attention. 18 mois plus tard, Georgiana était assise à son bureau dans les appartements de la duchesse, une suite de pièces qu'elle avait redécorées dans des couleurs chaudes qui n'avaient rien de la froide formalité des espaces aristocratiques typiques, des livres et du matériel d'écriture éparpillés sur toutes les surfaces dans un désordre confortable. Elle était en train de composer une nouvelle lettre au Parlement sur les conditions de travail des gouvernantes et des dames de compagnie, son travail de plaidoyer étant devenu autant une passion que son mariage. La lumière du soleil de l'après-midi filtrait par les fenêtres, réchauffant la pièce, et elle était si absorbée à trouver les mots exacts pour transmettre l'urgence de la situation sans aliéner les partisans potentiels qu'elle n'entendit pas. Sébastien entrait jusqu'à ce qu'il parle par-dessus son épaule. « Vous allez vous faire des ennemis avec ça, vous savez, » dit-il, sa voix empreinte d'un amusement affectueux. Les agences de placement profitent du désespoir des dames de compagnie. Georgiana leva les yeux vers lui, cet homme qui avait transformé sa vie simplement en la voyant vraiment, et elle sourit avec une férocité qui la surprenait encore parfois. « Alors je me ferai des ennemis ?» dit-elle. « J'ai maintenant la protection d'un duc, je serais une lâche de ne pas l'utiliser pour le bien. » Sébastien se pencha pour embrasser sa tempe, sa main venant se poser sur son épaule dans un geste d'intimité décontracté qui témoignait d'une longue familiarité. « C'est pour ça que je t'aime, » murmura-t-il, cette colonne vertébrale d'acier cachée sous la grâce et la courtoisie. Elle se pencha en arrière contre lui, inclinant la tête pour croiser son regard. « Vous avez créé ce monstre, » souligna-t-elle. « Si vous aviez épousé une débutante docile, elle broderait des coussins au lieu de militer pour la réforme. Dieu merci, j'ai eu la présence d'esprit de tomber amoureux de vous à la place, » dit Sébastien. Et sa main se déplaça de son épaule pour se poser doucement sur la courbe à peine visible de son ventre, l'enfant qu'il n'avait pas encore annoncé publiquement, mais qui les remplissait tous deux d'une joie tempérée par une prudence appropriée, étant donné qu'elle n'en était qu'à 4 mois. Le bal d'ouverture de la saison eut lieu en mai, une affaire scintillante à l'hôtel particulier des Pemberton, ironiquement, la même famille dont le bal annuel avait été le théâtre de l'abandon de Georgiana près de 2 ans auparavant. Elle s'habilla avec l'aide de Henrietta dans une robe de soie cramoisie qui aurait été impensable lorsqu'elle était dame de compagnie, les émeraudes d'Ashford à son cou et à ses oreilles, des bijoux qui avaient appartenu à la mère de Sébastien et qu'il lui avait offert le soir de leur mariage avec des mains qui tremblaient légèrement en attachant le collier. Elle se regarda dans le miroir et vit une femme transformée, ne se cachant plus dans le gris, mais revendiquant sa place dans le monde, avec une confiance née du fait d'être vraiment vue et appréciée. Quand Sébastien vint l'escorter en bas, son expression montra clairement qu'il voyait aussi la transformation et l'approuvait sans réserve. La salle de bal était illuminée lorsqu'ils entrèrent, des centaines de bougies dans des lustres en cristal créant une lueur qui rivalisait avec la lumière du jour, et Georgiana sentit les regards se tourner vers eux, mais la qualité de l'attention avait changé au fil des mois. Ce n'était plus le jugement cruel de cette première apparition à l'opéra, mais quelque chose de plus proche de la curiosité mêlée à un respect réticent. Les chuchotements qu'elle entendit alors qu'il se frayait un chemin à travers la foule étaient admiratifs plutôt que condamnateurs. « Elle s'est tout à fait transformée, » murmura une matrone à une autre. « Et il semble vraiment dévoué.
ce qui est plus que ce que l'on peut dire de la plupart des mariages de la société. Sébastien la conduisit sur la piste de danse pour la valse d'ouverture, l'orchestre entamant la même mélodie qui jouait cette nuit-là, il y a si longtemps, quand tout avait changé, et alors qu'il la prenait dans ses bras avec la familiarité aisée d'une longue pratique, elle se sentit sourire à la symétrie de la situation. « Vous souvenez-vous, dit-elle alors qu'il commençait à bouger, il y a 1 an et demi, j'étais assise dans une salle de bal semblable à celle-ci, convaincue d'être invisible. »« Impossible, dit Sébastien, la rapprochant plus que la stricte bienséance ne le permettait. Mais personne n'oserait critiquer l'affection publique d'un duc pour sa femme. Je vous ai vu dès l'instant où vous êtes entré. »« Vous m'avez vu quand personne d'autre ne le faisait, » dit doucement Georgiana. « Cela change une femme, Sébastien, d'être vraiment vue. »« Être vraiment vu change aussi un homme, » répondit-il, ses yeux fixés sur les siens, avec la même intensité qu'il avait montrée dans l'obscurité de la salle de bal des Tilney. Je traversais la vie en somnambule jusqu'à cette nuit-là. « Notre nuit de scandale, » dit Georgiana, incapable de réprimer un sourire au souvenir de sa terreur, de sa certitude que la découverte signifierait sa ruine. « Notre nuit de transformation, » corrigea Sébastien. « La meilleure nuit de ma vie. »« La mienne aussi, » acquiesça-t-elle, bien que je sois plutôt contente que nous ayons maintenant un vrai lit au lieu d'un siège de fenêtre. Sébastien rit, un son riche et sans retenue, qui fit se retourner plusieurs couples voisins, et Georgiana réalisa avec surprise qu'il scandalisait à nouveau les gens, mais cette fois avec du bonheur plutôt qu'avec de l'inconvenance. « Georgiana, » dit-il avec une fausse sévérité, « de tels propos de la part d'une duchesse. Vous saviez à quoi vous vous engagiez quand vous m'avez fait votre demande dans l'obscurité, » lui rappela-t-elle. Trop tard pour les regrets, maintenant. Son expression s'adoucit, toute taquinerie disparut, remplacée par une tendresse qui avait encore le pouvoir de lui couper le souffle. « Aucun regret, » dit-il fermement. « Pas un seul. Jamais. » Ils dansèrent en silence confortable pendant quelques instants, se déplaçant ensemble avec la synchronisation inconsciente d'un long partenariat, et Georgiana regarda autour de la salle de bal, la voyant avec des yeux différents de ceux qu'elle possédait cette nuit de son abandon. De jeunes débutantes les observaient alors qu'ils passaient en valsant, et elle vit sur certains visages non pas l'envie de son titre ou de ses bijoux, mais quelque chose de plus profond, un désir pour la connexion évidente que Sébastien et elle partageaient, la façon dont ils se regardaient comme si personne d'autre dans la pièce n'avait d'importance. Et elle réalisa qu'ils étaient devenus une sorte de symbole, la preuve que les mariages pouvaient être basés sur une véritable estime plutôt que sur un simple arrangement social. Edmund les approcha à la fin de la valse, offrant son bras à Georgiana avec une galanterie qui suggérait que leur réconciliation était complète. « Puis-je avoir l'honneur de la prochaine danse, votre grâce ?» demanda-t-il. « Je promets de ne pas vous marcher sur les pieds ni d'offrir de conseils mal avisés. » Georgiana rit et accepta, jetant un coup d'œil à Sébastien qui hocha la tête en signe d'approbation, et tandis qu'Edmund la ramenait sur la piste, elle se sentit reconnaissante pour cela aussi. L'amitié qui avait été mise à l'épreuve et avait survécu, la construction progressive d'un cercle de personnes qui les appréciaient pour eux-mêmes plutôt que pour leur position. La soirée se poursuivit, Georgiana dansant avec divers partenaires, y compris plusieurs des pères réformistes qui voulaient discuter de son travail de plaidoyer pour les dames de compagnie et semblaient sincèrement intéressés par ses propositions. Et elle réalisa avec un sentiment d'émerveillement qu'elle avait en quelque sorte acquis sa propre influence, que les gens l'écoutaient non seulement parce qu'elle était la duchesse d'Ashford, mais parce que ses idées avaient du mérite et que sa passion était convaincante. Henrietta la trouva vers minuit, lui tendant un verre de limonade, avec un regard entendu sur l'état à peine visible de Georgiana. « Vous devriez vous reposer, » dit-elle doucement. « Vous êtes debout depuis des heures. »« Je vais bien, » l'assura Georgiana.
mais elle était reconnaissante pour l'excuse de se retirer dans un coin tranquille où elle pouvait observer plutôt que participer. De ce point de vue, elle observa Sébastien de l'autre côté de la pièce, en pleine conversation avec plusieurs collègues parlementaires, son visage animé d'une manière qu'il ne l'avait jamais été avant leur mariage, et elle sut que leur partenariat l'avait transformée autant qu'il l'avait transformée elle. Il avait trouvé un nouvel objectif dans son travail politique, soutenant les réformes de l'éducation et plaidant pour des mesures qui donneraient aux femmes plus de protection légale. Et ses collègues le respectaient non pas malgré son mariage non conventionnel, mais à certains égards à cause de lui, voyant dans sa volonté de défier les conventions, par principe, une qualité qui se traduisait dans ses efforts législatifs. Vers 1 heure du matin, Sébastien vint la chercher, lui offrant son bras et son plus chaleureux sourire. « Rentrons à la maison », demanda-t-il, et le mot « maison » n'avait jamais sonné plus doux, car il signifiait l'hôtel particulier où ils avaient construit une vie ensemble, où son manteau serait drapé sur une chaise dans son bureau et son livre serait posé à côté du sien sur la table, où ils monteraient les escaliers ensemble et se glisseraient dans leur lit pour faire l'amour avec la passion facile des couples qui connaissaient aussi bien le corps de l'autre que leur esprit. Ils firent leurs adieux et sortirent dans la fraîche nuit de mai, la voiture attendant pour les ramener sur la courte distance jusqu'à Mayfair. Alors que Sébastien l'aidait à monter, Georgiana regarda en arrière les fenêtres flamboyantes de l'hôtel particulier des Pemberton et pensa à tout ce qui avait changé depuis cette nuit de novembre où elle s'était assise, abandonnée et invisible, dans une salle de bal qui s'assombrissait. Elle avait été transformée, mais pas de la manière dont la société mesurait de tels suzeaux, non pas de la pauvreté à la richesse ou de l'obscurité à la notoriété, mais de l'invisibilité à la visibilité, de l'isolement au partenariat, de la survie à la vie véritable. Alors que la voiture s'éloignait et que Sébastien la serrait contre lui, elle posa la main sur le petit renflement de son ventre et pensa à l'avenir qu'ils construisaient ensemble, à l'enfant qui grandirait en voyant un mariage d'égaux qui se choisissait quotidiennement, qui apprendrait que la valeur vient du caractère plutôt que des circonstances, et elle sentit une paix s'installer en elle qui n'avait rien à voir avec la sécurité et tout à voir avec le fait d'être connue et aimée pour exactement qui elle était. Les rues de Londres défilaient devant les fenêtres de la voiture, le brouillard commençant à se rassembler dans les endroits bas comme il l'avait fait cette nuit-là, il y a si longtemps, et Sébastien déposa un baiser dans ses cheveux, murmurant quelque chose sur le fait qu'il l'aimait, qu'elle l'avait sauvé autant qu'il l'avait sauvé, et Georgiana sourit dans l'obscurité, sachant que c'était vrai, sachant qu'ils s'étaient sauvés l'un l'autre des demi-vies qu'ils menaient, que leur nuit d'abandon était devenue la fondation d'un amour qui grandissait de jour en jour. Quand ils arrivèrent enfin à la maison et montèrent les escaliers ensemble, main dans la main, elle regarda une dernière fois la nuit qui les avait réunis et murmura un merci silencieux à quelque providence qui avait orchestré son abandon dans cette salle de bal, car sans cela, elle n'aurait jamais découvert qu'être vue, vraiment vue, était le plus grand cadeau qu'une personne puisse faire à une autre et que l'amour construit sur une reconnaissance sincère valait n'importe quel scandale, n'importe quel sacrifice, n'importe quel risque, parce qu'il transformait non seulement les circonstances mais les âmes, rendant visible ce qui avait été caché, apportant la lumière à ce qui avait été l'obscurité, et créant à partir de deux personnes solitaires un partenariat qui perdurerait bien après que les chuchotements de la société se soient estompés dans la mémoire.